Raison d'être et société à mission, les coulisses d'un engagement, c'est le titre du livre de mon invité Dominique Stucki. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat associé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel. On va évidemment détailler les thèmes de votre livre, ce regard de juriste sur le mouvement des raisons d'être. Mais d'abord, l'actualité, l'éviction d'Emmanuel Faber, le patron de Danone, l'apôtre du rôle sociétal des entreprises. Il avait fait de Danone la première grande société cotée à revendiquer ce statut d'entreprise à mission. Est-ce que vous diriez qu'il a été rattrapé par la réalité économique ? Alors effectivement, on peut noter que la crise sanitaire est passée par là et que le timing, si je puis dire, pour lui n'a pas été très favorable, puisqu'on lui reproche, d'après ce que dit la presse, principalement des performances financières qui seraient en deçà de ce que fait la concurrence. On va dire sur une échelle de court terme. En tout cas, il a probablement des raisons d'invoquer cette crise sanitaire peut-être pour expliquer la baisse de la performance. Ouais. Ensuite, tout dépend comment on la calcule, cette performance. Ouais. Car, bien entendu, si on regarde des métriques, on va dire classiques, peut-être que les concurrents que sont Nestlé ou d'autres ont un avantage aujourd'hui, mais peut-être que le calcul devrait se focaliser sur d'autres types de critères, comme par exemple une marge décarbonée, comme parfois les personnes de Danone le soulignent. Oui, mais alors certains chez Danone, évidemment, tous les actionnaires n'étaient pas sur la même ligne, mais il n'empêche qu'il a fini par être évincé. Est-ce que vous diriez que c'est aussi une question effectivement, de temps long et d'impatience, c'est-à-dire qu'il y a le temps long que suppose la transformation énergétique, la transformation écologique, le passage par la raison d'être, puis la société à mission. Et puis, il y a l'impatience des actionnaires qui veulent du résultat. Tout à fait. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Danone, c'est que c'est un statut, une qualité, la société à mission qui a été votée par 99,4% des actionnaires, y compris d'ailleurs, semble-t-il, certains des détracteurs récents. Ouais. Ce qui voudrait dire, d'une part, que le statut n'est pas remis en question, mais d'autre part, que la compréhension de ce que signifie ce statut fait débat. Et pourquoi ça fait débat ? Probablement parce que les critères, ou plus exactement la priorisation des critères, n'est pas clarifiée. Si bien que, est-ce qu'on attend d'une société cotée en bourse, du CAC 40, que d'abord, elle, je dirais, délivre de la performance financière et que, si possible, à côté, elle rende compte de son impact social et environnemental, ou est-ce que ces critères sont entremêlés et on en attend, je dirais, une performance globale, financière et extra-financière. Oui, en fait, c'est rentable et durable, et peut-être dans cet ordre-là. C'est probablement dans cet ordre-là que ça a été compris par beaucoup d'actionnaires, semble-t-il. Oui, mais c'est peut-être aussi dans cet ordre-là qu'il faut penser les sociétés à mission. C'est d'abord rentable et durable. Ce qui va dans ce sens, c'est que quand on lit notre code de commerce, qui est encore la référence et qui a été mis à jour par la loi Pacte, effectivement, vous avez raison, une société d'abord dégage des profits pour ses associés ou ses actionnaires, il se trouve que désormais, elle doit aussi prendre en compte son impact social et environnemental. Dans l'ordre des choses. Ouais. Alors, il y a un autre fait d'actualité qui trouve une résonance dans les thèmes que vous développez dans votre livre. C'est la notion d'intérêt social quand on parle de l'OPA de Veolia sur Suez. Alors, peut-être il faut d'abord rappeler ce qu'est l'intérêt social dans la loi Pacte. Alors, l'intérêt social, il a effectivement été introduit dans la loi Pacte, alors qu'il existait déjà dans les décisions de jurisprudence et dans beaucoup d'articles du Code de commerce, même du Code pénal. Donc c'est une notion qui n'est pas nouvelle, mais qui a été introduite dans la loi en 2019. Par contre, la loi ne l'a pas définie, si bien que beaucoup de personnes s'interrogent sur ce qu'il veut dire. On se demande si d'une part, si d'un côté, ça n'est que l'intérêt des associés, ou est-ce que c'est l'intérêt des parties prenantes, plus globalement ? Auquel cas, évidemment, on peut avoir une vision qui est divergente, ce qui nous renvoie au débat d'avant. Oui, parce que, oui, effectivement. Et puis, pour Veolia Suez, évidemment, l'intérêt social de Veolia et celui de Suez, là, pour l'instant, ils ne sont pas vraiment compatibles, quoi. Exactement. Donc, on a des dirigeants qui, dans le cadre de cette opération, présentent leur propre intérêt social, si j'ose dire, tel que eux, en tout cas, le comprennent. Et finalement, une des questions qui se pose, c'est est-ce que l'opération
est-ce que l'OPA est conforme à l'intérêt social, par exemple, de Suez, contrairement à ce que prétend son dirigeant, et si oui, si elle est contraire à cet intérêt social, est-ce qu'elle pourra avoir valablement lieu ? Oui, mais alors c'est ça. Est-ce que la loi Pacte... Alors vous dites que la définition, elle est floue. On pourrait discuter d'ailleurs de la façon de la rédaction de la loi Pacte et des zones de flou. Mais bon, est-ce que Suez peut s'appuyer sur la loi Pacte et la définition de l'intérêt social pour contrer l'OPA ? Est-ce que ça peut être un argument pour contrer l'OPA ? Alors, juridiquement, on verra si les tribunaux sont saisis de cette question. Mais s'ils le sont, ils vont effectivement avoir une difficulté qui va être de savoir, si, d'une part, ce qu'est l'intérêt social, vous l'avez dit, la loi est vague, elle ne donne pas la réponse, donc ce sera à eux, si j'ose dire, de la faire ressortir. Et d'autre part, quand bien même cet intérêt social serait défini et serait contraire, et l'OPA serait contraire à l'intérêt social, est-ce que néanmoins, ça empêche les actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre ? Or, l'apport des titres à une offre publique d'achat, c'est une décision individuelle. C'est-à-dire que ce ne sera pas une assemblée générale qui va se réunir, mais ce sera chaque actionnaire qui décidera en son âme et conscience s'il veut ou non réaliser cette opération. Si bien que finalement la question de l'intérêt social ne se posera pas vraiment. Ouais. Dans votre livre, donc c'est un ouvrage collectif qui est coédité par Entreprises et Progrès d'ailleurs, vous analysez les conséquences juridiques de la raison d'être. Donc c'est aussi un engagement juridique. C'est peut-être le message le plus important que vous voulez faire passer. Oui, et c'est d'ailleurs la raison de la rédaction de cet ouvrage, car il y a beaucoup d'ouvrages de très bonne qualité qui ont été écrits sur la raison d'être ou sur les sociétés à mission. On a voulu prendre un angle différent en rappelant que c'est un engagement juridique d'adopter une raison d'être dans ces statuts. C'est un engagement juridique d'adopter une mission dans ces statuts et que, en tant que tel, cet exercice nécessite aussi le regard du juriste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, envisager la chose sous l'angle managérial, sous l'angle de la communication, qui sont bien entendu des dimensions importantes. Et ce qu'on a voulu faire ressortir dans cet ouvrage, c'est que il y a une réflexion à deux niveaux. Une réflexion au niveau de la rédaction des statuts. Est-ce qu'il faut qu'ils soient précis ? Est-ce qu'il faut qu'ils soient larges ? Notre sentiment est qu'il faut qu'ils soient résilients, qui passent les crises, typiquement qui passent aussi des crises de gouvernance, comme on vient de le voir sur Danone, qui continuent après ces événements-là. Et le deuxième angle, le deuxième niveau de réflexion, c'est la mise en œuvre. Parce que si vous adoptez des statuts, quelle que soit la rédaction, on va vous juger en réalité sur les moyens que vous allez mettre en place, sur les mesures de performance. On en a parlé tout à l'heure, les indicateurs, c'est un élément clé. Et si vous avez mis les procédures, les moyens, les indicateurs qui permettent de les mesurer, alors on peut envisager les choses sur le long terme et probablement qu'à l'avenir, les dirigeants seront jugés là-dessus. Et alors, ce qui importe, c'est évidemment, on a commencé à en parler, mais c'est l'évaluation, la classification des engagements, la façon dont on les évalue même dans le bilan d'une entreprise. L'Europe est en train d'avancer sur cette question avec ce qu'on appelle la taxonomie européenne. C'est effectivement une classification. Ces règles communes, ça peut changer quoi, d'après vous ? Alors, ça permettra d'une comparaison, parce que ce qui est particulièrement difficile sur ces notions extra-financières, c'est que les référentiels s'opposent les uns aux autres. Je dirais, chaque société de gestion, si on prend ces acteurs de l'investissement, a ses propres normes. Les référentiels ne sont pas comparables, non seulement d'une société de gestion à l'autre, mais également d'un émetteur à l'autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ne sont pas sur les mêmes secteurs d'activité, ils n'ont pas les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas non plus les mêmes horizons. Et dès lors, effectivement, comparer ce qui n'est pas comparable rend, je dirais, la tâche très, très compliquée pour les investisseurs et même pour les dirigeants. Si bien que, en réalité, ce que vous venez d'indiquer, ces deux textes, il y a taxonomie et puis il y a une directive, un règlement qui vient d'entrer en vigueur aussi qui s'appelle SFDR, qui est entré en vigueur officiellement même au mois de mars, dont l'application s'échelonnera dans le temps. Ces textes européens vont nous donner un peu des guides pour arriver à mieux, je dirais, jauger la performance extra-financière des émetteurs. Et du coup, les sociétés de gestion devront elles-mêmes
en rendre compte à leurs propres investisseurs. Merci Dominique Suti. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Raison d'être et société à mission, les coulisses d'un engagement, coédité donc par Entreprise et Progrès. Tout de suite, c'est notre débat, le tri dans l'espace public.